Marcel Landry, bonjour et bienvenue à Mémoire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire votre milieu, le milieu de votre enfance? Dans quel environnement vous avez grandi? Ben, moi, je suis né à Nouvelle, en Gaspésie. Mon père est un artisan, un forgeron, Mhm. et ma mère était une enseignante. Je suis né dans une petite famille de 13 enfants, Hmm. le quatrième des 13. Et pour compléter la tablée, le malheur a voulu que deux de mes cousines perdent leur mère dans un accident d'auto. Hmm. Alors, on les a accueillis chez nous. Et elles ont grandi, René et Rachel, jusqu'à la majorité. Alors, ça crée déjà une espèce de société dans Oui, laquelle on vit. Vivent à 15, 16, 17 personnes wow. autour d'une maison, ça fait de l'activité. Mhm. Alors, et ça a été mon environnement. Comme mon père était forgeron, il travaillait à sa boutique, à sa forge, et c'était un lieu de rendez-vous. Comme dans tous les milieux ruraux, les gens se rassemblaient là et devinez de quoi on parlait, surtout à l'époque. J'allais vous demander si votre famille était politisée, mais je pense que Bien, ma vous allez me donner... politisation a commencé là. Ah oui. Je me souviens qu'il y avait des rouges et des bleus. Mhm. Mon père était bleu. Hmm. Et dans ses amis, bien, c'était partagé. Alors, ces gens-là qui avaient un âge certain, ça semblait dans la forge et dans le temps que mon père ferrait les chevaux et préparait la ferronnerie et tout ça, ces gens-là discutaient. Alors moi, j'avais 6, 7, 8, 10 ans et je les écoutais et ça me passionnait. Qu'est-ce qui vous passionnait? Ben, c'est parce qu'il y avait des enjeux, puis je comprenais, un tant soit peu, Mhm. ce qui se passait dans notre société québécoise des années 50. Mhm. C'était le développement de la Côte-Nord, c'était les discussions autour de l'hydroélectricité, c'était déjà présent. Hmm. Il y avait le développement de Murdochville aussi, Oui. la société minière qui était là, et la grève surtout, parce qu'il y avait des gens de chez nous qui travaillaient dans ce coin-là. Il y avait des cousins de ma mère, par exemple, et un beau-frère qui ont été des grévistes là-bas à Murdochville, qui se sont battus pour des droits. Alors, ces enjeux-là aussi, ça m'a comme marqué mon enfance. Et comme je voulais faire des études et que mon père insistait beaucoup, beaucoup pour que toute la famille, on soit Ah instruit, oui. ce qu'il, lui, n'avait pas eu la chance d'avoir, Mhm. eh bien, j'ai pris le chemin du cours classique. Mhm. Et là, ben, ça a été d'autres expériences. Mhm. Et dans la famille, là, vous parlez de la forge où il se passait quand même beaucoup de discussions qui Oui. vous ont inspiré. Mais dans la famille, autour de la table, est-ce qu'il y en avait des discussions sur la politique? Moins Oui. à la maison, quoique maman était politisée aussi. Mhm. Et même si elle était une Irlandaise, elle était à l'époque nationaliste, elle aussi, comme mon père. Il faut dire qu'en Gaspésie, il y avait eu la présence aussi d'un évêque, François-Xavier Rousse, Oui. qui avait un peu teint la région. Lui croyait au développement. OK. Lui croyait à la coopération. Lui croyait à la protection de la langue française et évidemment de la religion. Mhm. Alors, ça pénétrait dans les foyers aussi en Mhm. Gaspésie, cette Mhm. pensée-là, Mhm. une certaine pensée sociale. Et chez nous, on n'était pas riches, mais il rentrait quand même de l'argent parce que mon père travaillait beaucoup. Mon père avait des lots à bois, puis il faisait bûcher du bois qu'il vendait. Et il y aurait eu à un moment donné un transport scolaire. Alors, tout ça, ça a permis qu'on puisse faire des études. Ouais. On était pauvres, mais il avait dit, vous serez au moins instruits. Avec ça, vous vous débrouillerez. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mhm. Et alors, vous vous êtes dirigé vers quoi comme étude? Ben, après le cours classique, moi, je me suis orienté vers la sociologie, ce qui est un petit peu décevant parce que j'étais le quatrième chez nous. Et si j'avais pris une profession dite libérale,
Oui, oui, ils attendaient un avocat, Un un avocat, un médecin. médecin, quelque chose du genre, et j'avais de la facilité à apprendre. Ça aurait sûrement pu aider plus la famille qu'être Oh. un sociologue, mais finalement, j'ai fort bien gagné ma vie avec la Mhm, sociologie, pareil. mhm. Mais qu'est-ce qui Parce que, vous a inspiré à aller en sociologie? Parce que c'est quand même assez abstrait pour oui, une jeune personne de dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qui vous inspirait ben, là-dedans? jeune, pour moi, la sociologie, c'était une façon de comprendre le monde puis essayer de le transformer. OK. Euh, je pensais que, assez jeune, j'étais un peu contestataire aussi. Mhm. Je ne le regrette surtout pas. Mais pour moi, il y avait une possibilité de changer le monde, Mhm. d'avoir des outils pour qu'on ait notre part du développement. À l'époque, juste voir les routes de la Gaspésie, c'était désastreux. Elles sont beaucoup mieux, malgré les nids de poules qu'on y voit maintenant, comme ailleurs. Oui, comme ailleurs, en C'est quand effet. même mieux que c'était il y a 60 ans. Oui. En fait, il y a des Alors, routes déjà. il y avait des routes, mais il y avait d'autres enjeux. Oui. Le milieu des pêches était à développer. Le milieu agricole, les gens en arrachaient. Mhm. Donc, c'est tout cet environnement-là, moi, qui m'a inspiré d'aller étudier en sociologie. Et- Je pensais que ça allait mieux m'outiller. Puis, j'étais à Québec et je n'avais pas de travail extérieur au début. Ben, j'ai farci mon bac spécialisé. À la place de faire 90 crédits, ben, je l'ai fait 112 Hmm. parce que je voulais aller chercher des cours complémentaires pour enrichir mon parcours Mhm. Donc, vous étiez à universitaire. l'Université Laval. Oui. Mhm. Après ça, ben, j'ai étudié plus tard, tout en travaillant. Je suis allé étudier au deuxième cycle en développement régional à Rimouski. Puis j'ai suivi un programme de maîtrise, mais je n'ai jamais déposé la thèse puisque j'ai été happé par la politique au moment où j'aurais dû le faire. Vous avez fait votre thèse ici. Oui, j'ai plaidé mes causes et ma défense de droit à Oui. l'Assemblée nationale. Oui. Quelle perspective, vous avez dit que la sociologie, c'était une façon pour vous de voir comment le monde était organisé, ce que vous pouviez échanger, mais au point de vue d'un métier ou d'un avenir professionnel, qu'est-ce que vous aviez en tête? Bien, il y avait de la formation de base pour comprendre Oui, l'objet qui est la société, mais il y a comment dire, des branches au niveau de la oui, sociologie. Moi, ce qui oui, m'intéressait particulièrement, c'était la sociologie du développement d'accord. et de voir comment m'outiller pour mieux intervenir sur le changement socio-économique Je nécessaire comprends. pour des régions comme la mienne. Mhm, mhm. Je n'étais pas le seul à rêver de ça. Même si ce n'était pas une profession très cotée à l'époque, on est plusieurs produits de la sociologie qui ont travaillé au développement de la Gaspésie. Vous avez aussi eu un parcours, une partie de votre parcours dans le giron militaire. Vous Oui, avez été officier de réserve. oui. Bon, quand j'étais étudiant, il y avait un corps de cadet au séminaire de Gaspé. Et j'ai embarqué là-dedans de façon passionnée. Pourquoi? Ben, parce que je trouvais qu'il y avait de la discipline, il y avait des apprentissages techniques aussi, entre autres, communiquer en morse, Ah oui. euh, du tir à la carabine. Mhm, Il y avait aussi là-dedans des premiers soins. Il y avait un peu de mhm, tout ce mhm. qu'un jeune soldat peut Oui. apprendre, Mhm. mais en situation d'apprentissage, pas Oui. sur le terrain de la guerre. Heureusement pour vous. Et bon, mais j'ai été cadet commandant. En 64, ça m'a permis d'aller visiter la Jamaïque et la Barbade. Alors, les maîtres cadets ils nous prêtaient, en quelque sorte, Mhm. vers les Antilles pour une session d'été. Je suis revenu pas riche, mais riche de beaucoup Alors, d'expérience. vous avez dû découvrir un tout autre monde. Oui, c'est ça. Et c'était l'année d'avant que la Barbade devienne indépendante. Mhm. Oh, il y Ils ont avait une... réussi leur coup, eux. ouais. Ça sonne une cloche chez vous? Ben oui, ça sonnait des choses. Oui, Ça éveillait des sentiments. oui, j'imagine. Après vos études, qu'est-ce que vous avez fait comme premier emploi? Ben, en terminant mon bac en sociologie, j'ai travaillé à l'Action sociale jeunesse sur un projet d'intervention auprès des étudiants de cégep. Mhm. C'est un projet mené conjointement avec Tourbec et ça relevait du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. Et à l'époque, le ministre responsable, c'était M. Lallier.
Mhm. Alors, j'ai travaillé là-dessus. J'avais, juste auparavant, durant l'été, participé à la fondation d'une auberge de jeunesse où j'étais directeur. Et pendant mon année scolaire, j'ai travaillé, j'ai complété mon bac et j'ai travaillé à l'Action sociale jeunesse dans un cégep de l'Est. OK. Et à la fin de ce mandat-là, je suis rentré comme agent de développement au ministère de l'Éducation pour le Gaspésie-Île-de-Madeleine. J'ai fait ça 2 ans, mais j'avais un lien avec la commission scolaire qui m'avait embauché et prêté au ministère. Alors, je suis revenu à temps plein comme responsable de la vie étudiante là. Et à travers ça, bien, je me suis impliqué au niveau du syndicat des Oui. professionnels Oui. avec la CEQ. Mhm. Jusqu'en 1980. Alors, parallèlement à ça, j'ai pris des charges de cours avec l'UQAR, OK. qui poursuivait des programmes de formation des maîtres au niveau de la région. Comme il se passait dans à peu près toutes les régions, il y avait un rattrapage à faire par rapport au rapport parent Oui. et le développement des bacs en enseignement. Alors, j'ai enseigné en sociologie de l'éducation là, comme chargé de cours, et j'ai aussi, du côté de l'administration, donné des cours en management et en gestion des conflits. Oui. Alors ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Je Je dois comprends. dire parce que j'avais à travailler avec des gens qui complétaient des études, mais qui étaient plus âgés que moi. Alors Oui, j'en parce que apprenais tout autant de leur part que ce que moi je pouvais essayer modestement de leur fournir comme outil. le développement régional, c'est aussi le Bon, développement humain. oui, mais au niveau, oui, évidemment. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la formation en développement régional. Alors, tout en étudiant, j'étais aussi un formateur. Mhm. Vous avez travaillé aussi avec Radio-Québec. Est-ce que ça s'appelait Oui. déjà Télé-Québec à l'époque? C'était Radio-Québec. OK. C'est devenu Télé-Québec en 96. Mhm. Ah oui, Mais OK. à l'époque, Radio-Québec, c'était un mandat. J'avais quitté le monde scolaire, moi, en 80, après le référendum. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un référendum Ouais. aussi ces Et années-là. j'avais envie de faire d'autres choses. Entre-temps, de 79 à 80, avec le conseil de comté et la création des MRC, dans mon coin de pays, la baie des Chaleurs, les gens voulaient organiser un sommet économique. Mhm. Alors, j'ai travaillé à l'organisation comme coordonnateur au contenu de ce sommet-là. Et on a eu une collaboration de M. Bernard Landry là-dedans pour Mhm. publier le résultat de nos travaux. Et c'est devenu notre thèse collective, parce qu'on était 9, notre thèse collective pour notre certificat de 2e cycle en développement régional. Mhm. Alors là, j'ai comme compris, moi, que j'avais des choses à essayer. Mhm. Alors, je suis parti de la commission scolaire en très bon terme avec ce monde-là, qui Mais était vous de mes aviez amis, mais j'allais tenter une autre exploré aventure. autre Ouais. chose. Mais je vais revenir sur, vous avez parlé de 1980, du référendum. Là, vous me parlez de M. Landry. Étiez-vous déjà impliqué comme militant Oui, oui, moi, je suis tombé dans la depuis le soupe début? depuis le début du MSA, OK. avant le PQ. OK. Donc, tout ce que vous me racontez sur votre parcours, il y a quand même dans les coulisses une Oui, oui. activité politique déjà au départ. Je suis devenu membre du MSA à l'hiver 68. Le mouvement Souveraineté Association. Oui. Et est-ce que vous vous projetiez à ce moment-là déjà dans un poste de député? Non. Non? Non, j'avais envie de faire du... Moi, j'ai travaillé en éducation, j'adorais ça. Oui. Travailler auprès des jeunes, mais aussi j'avais goûté au syndicalisme, ça Qui m'intéressait. est une forme de politique. Et je trouvais que les communications, c'était important. Mhm. Et là, j'ai travaillé sur 2 choses, moi. Comment employer le projet d'examiner l'implantation d'une direction régionale en Gaspésie pour Radio-Québec. Alors, j'ai eu le mandat de faire l'étude. La direction Bas-Saint-Laurent, à l'époque, qui était la direction de l'Est du Québec, Oui. m'a repêché et j'ai fait l'étude pour la localisation de Radio-Québec. Oui. Et au terme de l'étude, il y a eu 2 concours d'appel de candidature et il n'avait pas trouvé ce qu'il voulait.
Alors, ils m'ont offert de prendre le mandat de direction régionale parce que je connaissais passablement bien l'ensemble de la région. Mhm. Et j'ai fait ça jusqu'en 86. Et ils avaient un mandat d'éducation. Donc, Oui, puis moi, ça me et rejoignait. voilà. Mhm. Puis la télévision éducative, j'y croyais, puis j'y crois encore d'ailleurs. Ouais. Et ça, ben, ça m'intéressait profondément parce qu'on avait développé une synergie entre la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, l'île de la Madeleine. Mhm. On avait notre mini-réseau Mhm. et on se permettait une émission d'information hebdomadaire à 3 régions, ce qui était fort intéressant. Je comprends. Parce qu'au niveau, c'est petit à l'échelle nationale, mais on a eu jusqu'à 180 000 auditeurs Ben, pour une population d'à peu près 500 000. on ne peut pas en dire autant aujourd'hui, là. Non, non, Il non. n'y a C'est plus beaucoup plus fractionné. Voilà, exactement. Mais Et ça a été une belle expérience. Mhm. Et quand on a décidé de faire sauter la régionalisation à Oui. Radio-Québec en 86, sous M. Bourassa, ben moi, j'avais la possibilité de déménager à Montréal, mais j'ai décidé de quitter la culture pour l'agriculture. Mhm. J'avais une opportunité avec l'UPA. OK. Alors là, je me suis garoché à fond de train là-dedans comme directeur régional. Et j'ai siégé aussi sur les groupes d'intervention au niveau forestier, agricole et halieutique là, pour les pêches, au niveau de ce qu'on appelait communément le plan de l'Est. C'était l'entente OK. fédérale provinciale sur le développement régional. Vous commenciez un peu vous l'aviez déjà fait, là, mais vous étiez un peu plus proche de la politique, là, des Oui, gouvernements, oui. des façons de Oui, fonctionner. parce qu'en fait, on avait à bâtir des plans d'intervention pour ces Oui, secteurs-là. c'est ça. Et c'était proche, effectivement, du politique, tant fédéral que provincial. Mhm. De toutes les expériences professionnelles que vous avez connues, parce que vous avez touché à beaucoup de choses et vous vous êtes impliqué dans beaucoup de secteurs, laquelle a eu le plus vous a le mieux préparé à la politique, vous diriez? Bien, je pense que c'est un ensemble. La conjugaison de tout ça? Donc, la notion de connaître les communications, c'est un outil important. Mhm. Ça ne paraît pas tout le temps, mais c'est fort précieux. Puis je parlais à un moment donné avec un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, Mathias Rioux, qui a eu une Oui. longue carrière Mhm. dans les communications. Et Mathias, lui, insistait là-dessus. Se préparer à... C'est parce qu'une des clés du développement, c'est justement l'information et les communications. On a beau avoir le plus beau projet du monde, si personne ne le sait, il va rester dans les tiroirs. Tout à fait. Et si on n'est pas capable de communiquer à nos commettants les axes de développement qui sont présents et qui sont disponibles, bien, on a un problème sévère. Maintenant, les aspects de mon travail qui m'ont peut-être le plus mobilisé, c'est ce qui s'est passé après la politique. OK. C'était pas loin de la politique, évidemment, Mhm. mais je pense, entre autres, à tout le volet du plan de relance de la Gaspésie. Mais Moi, oui. j'étais allé en politique pour du développement économique, du développement social, un développement plus égalitaire aussi. Mhm. Au plan social, moi, il y a des causes auxquelles j'ai adhéré jeune, entre autres l'équité salariale pour les hommes et les femmes. L'équité salariale, pas juste l'égalité salariale sur un poste donné, Oui. mais Comparer l'équité. des emplois Oui. De façon différente. Et des quand emplois on différents. regardait au microscope, on voyait bien que la partie attribuée aux femmes était beaucoup plus Oui. modeste que ce qu'on pouvait donner aux hommes. Mhm. L'accès à des postes à l'époque, pour des femmes, c'était drôlement compliqué. Mhm. Et moi, j'ai milité à l'Assemblée nationale aussi pour cet enjeu-là, parce que je le trouvais fondamental pour l'avenir de notre société. Puis votre parti, le Parti québécois, travaillait là-dessus, Oui. avait un projet sur l'équité salariale. Oui. Mais avant ça, parlons de vos débuts en politique. Comment est-ce que ça s'est déroulé, cette arrivée? D'abord, on est venu vous chercher? Oui, mais en même temps, je me faisais savoir disponible à un moment OK, donné. oui. Ce qui est arrivé,
on avait organisé en Gaspésie, le gouvernement du Québec avait organisé en 1988, un sommet économique sur la Gaspésie. C'était 8 ans après ce qu'on avait fait dans Bonaventure. Mais là, c'était le gouvernement qui... Oui. Et il y avait une batterie de projets qui avaient été présentés dans toutes les MRC. Et, mais ça, le gouvernement ne donnait pas réponse. En même temps, bien, il y avait le constat du Québec cassé en deux. Oui. Et on a eu, à travers ça... cassé en deux voulait dire les régions les et régions les grandes par rapport villes. aux grands Oui, centres. d'accord. Les régions étaient pratiquement larguées. Oui. Et il y avait une critique sévère là-dessus. Or, il y a eu le mouvement des États généraux du monde rural qui ont été lancés par l'UPA, mais le mouvement des jardins, la Banque nationale, les centrales syndicales, la Conférence des évêques du Québec et plein de monde, un peu tout le monde a adhéré au processus. Dans cette démarche-là, la Gaspésie a participé au plan national, mais en même temps, on nous invitait à faire quelque chose de particulier. Or, quand j'ai soumis ça, moi, au conseil d'administration de l'Union des producteurs agricoles Gaspésie-la-Madeleine, il y a des administrations qui ont dit, nous autres, on ne veut plus que tu fasses d'études, Marcel. Il y en a eu, on a été étudiés sous toutes nos coutures et ça n'a rien donné. Ce qu'on veut, c'est qu'on dise clairement à l'État ce qu'on ne veut plus, puis qu'on leur dise ce qu'on veut. Alors, ça a donné lieu au ralliement gaspésien-madelino. Moi, j'avais commis un premier texte qui était approuvé par mon conseil d'administration, par l'exécutif régional, sur les constats qu'on faisait du mal développement. Et un samedi du mois d'août 1990, on a rencontré une quinzaine de groupes et organismes à Maria. Et les gens m'ont dit très clairement, le constat est sévère, mais il est réaliste. Alors, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. On a commencé à faire connaître notre plan d'action, puis nos critiques et les actualiser. Et aussi de regarder des pistes de développement. Entre autres choses, on parlait du développement des énergies vertes là-dedans. Mais pas juste de ça. La gestion forestière, on a parlé du développement agricole, du développement de la mariculture. On a mis plein de choses dedans. Donc, vous étiez en contact avec vos vis-à-vis politiques à ce moment-là? Oui. Alors, on a mobilisé, à travers des rencontres d'information et tout ça, près de 10 000 personnes dans la région. C'est comme 10 % de la population qui a fini par participer au grand ralliement le 26 mai 1991 à Chandler. Alors, à partir de ce moment-là, ça a allumé des lumières. Et je me souviens que 2-3 semaines après, on avait une rencontre à Sainte-Anne-des-Monts sur le suivi du fameux sommet de 88, qui n'avait pas donné de résultats, en tout cas pas ceux escomptés. Et il y avait un personnage qui était là, c'est mon ami Jean Garon. Alors, aussitôt que j'ai fini mon intervention, je me présentais à retourner à Longueuil, il m'a dit « Landry, j'ai affaire à toi. » Il va falloir que tu te présentes. J'ai dit oui, mais j'ai dit, je commence à y penser, là. Il dit, reste tranquille. Il dit, le temps venu, on va te recontacter. Alors, entre 91 et 94, j'ai eu des contacts avec M. Bernard Landry, Jeanne Blackburn, qui est une bonne amie, d'origine gaspésienne, elle aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des contacts avec M. Parizeau, que j'avais déjà rencontré sur des dossiers régionaux avant. Alors, c'est un peu comme ça que l'apprivoisement s'est fait. Vous êtes présenté en février 1994, oui. Puis c'est une partielle. Oui. Bien, M. Lévesque est mort à l'automne 93. Oui. Et M. Johnson a déclenché rapidement une élection partielle. Alors, moi, j'étais à Longueuil à ce moment-là. Je partageais mon travail entre la Fédération régionale de Saint-Jean-Valleyfield
et la direction nationale de la vie syndicale. OK. J'étais une journée et demie par semaine sur Roland-Terrien, à Longueuil, et l'autre partie de mon travail était à Saint-Rémy, dans Saint-Jean-Valleyfield. Et là, quand il y a eu l'annonce de l'élection, Vous avez eu un appel. j'ai eu l'appel, alors je suis descendu me présenter à la convention et j'ai été OK. élu candidat. Et je me rappelle lorsque mon épouse, qui était avec moi à Longueuil, elle écoutait les nouvelles, elle avait entendu M. Gilles Lesage, un journaliste qui faisait des analyses politiques et qui avait dit dans Shefford, l'élection, Roger Nicolette va passer sans aucun problème. Il dit, dans Bonaventure, ça prendrait tout simplement un miracle pour que le Parti québécois gagne, parce que ça faisait 37 ans que c'était libéral. Oui. Alors, ma femme était découragée. Elle m'a dit, te présentes-tu quand même? J'ai dit oui. Je me présente quand même. On va faire une bonne lutte, puis à la grâce de Dieu. Mm-hmm. Et finalement, on l'a gagné. Mais je ne l'ai pas gagné tout seul. J'ai eu la participation de la quasi-totalité du caucus du Parti québécois qui est venu m'épauler. Il y avait une grosse organisation locale, le Parti québécois. On avait 2900 membres. C'était beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc, les gens voulaient un changement. Mm-hmm. Et finalement, on a gagné avec quelques milles de majorité le 21 février. Et là, donc, vous quittez votre région la semaine pour venir à Québec. Oui, mais j'avais quitté ma région c'est vrai. 3 ans avant pour aller travailler à la Direction nationale de la vie Mm-hmm. syndicale à Longueuil. Alors, le deuil était moins dur. OK. En même temps, c'était une partie de rapatriement chez moi. Oui, d'une certaine façon, oui. Ouais. Et votre arrivée au Parlement, est-ce que vous vous en souvenez, la première fois que vous êtes présenté à l'Assemblée nationale? Oui, la journée où j'ai été assermenté, c'était le 8 mars 1994. Wow. Vous étiez vraiment dans vos cordes. Oui, et alors le 8 mars, mais ça a été lors de ma première intervention, ça a été de souligner justement le 8 mars, la fête des femmes. Et aussi ce en quoi je croyais en politique, au niveau du développement, puis au niveau de la démocratisation de nos institutions. Au lendemain de l'élection, mon père disait à cet ami qui m'a appris à bûcher, « La victoire de Marcel, c'est la nôtre, celle des pauvres. » Pour moi, par-delà la souveraineté, la décentralisation, le développement régional, le développement durable, c'est la plus noble et la plus profonde des responsabilités politiques que celle d'être à la hauteur de ce mandat. Monsieur le Président, j'aimerais, avant de terminer, profiter de cette occasion du 8 mars pour dire aux femmes du Québec mes respects les plus sincères pour leur contribution à ce que nous devenons toutes et tous ensemble. Et j'ai eu des signaux après par des députés et de notre parti et du Parti libéral aussi à l'époque. Puis même, il y avait quelqu'un qui était avec le Parti Égalité et il y avait un député de Saint-Jean qui était, lui, je pense qu'il s'en allait vers l'Action démocratique. Mm-hmm. C'est un ancien libéral qui avait quitté le Parti libéral. Ils sont venus me féliciter, je me souviens, Mme Lisa Frula, qui était venue me féliciter, M. Ryan. J'avais trouvé ça chaleureux, mais du côté du Parti québécois, évidemment, les Jolivet, les Rémy Trudel et compagnie étaient de la partie. Mm-hmm. Vous vous sentiez soutenu par le caucus? Oui. Jacques Barry et tous ces gens-là qui étaient venus, Jocelyne Caron, je pourrais tous les nommer. Oui. Ils sont tous venus. Yves Blais qui est décédé et tout ça. Étaient venus me donner un coup de pouce à faire la campagne. Et des gens qui étaient des aspirants comme Paul Bégin, Marie Malavoie sont venus prêter leur concours à la campagne aussi. Mm-hmm. M. Parizeau, 2 fois, Mme Lapointe. Il y avait plein de gens qui venaient. Alors, ça a créé comme un enthousiasme, une vague de fond. Surtout qu'on est à 1 an du référendum. Oui, et chez les francophones, chez nous, le référendum c'était un enjeu important.
Donc, vous êtes dans l'opposition en cette dernière année d'un gouvernement Johnson, donc libéral. Comment vous avez trouvé ce rôle d'être dans l'opposition? En même temps, ça m'a permis, M. Parizeau m'envoyait avec M. Jolivet-Edo, François Gendron, de ces amis-là, faire des consultations, aller bâtir en quelque sorte nos plateformes électorales. Alors, j'ai fait un autre tour du Québec, autrement qu'au niveau syndical. Ça a été une autre façon de travailler aussi. Rencontrer les organismes comme l'UPA, mais dans un rôle complètement différent. Et aussi. comment vous percevait-il, puisque vous n'étiez plus dans la même posture? Je pense qu'il y en a qui m'essayaient. C'est de bonne guerre. Ouais. Puis voir ce qu'on avait dans les tripes. Ouais. Mais je ne les ai pas trahis, personne. Surtout pas. Je n'ai pas réussi toutes mes batailles, mais j'ai été fidèle aux enjeux que je défendais. Justement, quels étaient les principaux enjeux de ce premier mandat, de cette dernière année, en fait? Bien, en fait, aussitôt qu'on aurait été au pouvoir, M. Parizeau m'aurait demandé d'abord de relever la relève. Il y avait un sérieux problème sur les programmes de la relève agricole. Vous voulez dire... okay. L'accès à l'aide au départ des entreprises ou au transfert. Alors, c'est une des premières mesures qu'on a mises en place. En même temps, on devait travailler sur la transformation des produits, la défense des principes comme la gestion de l'offre qui était encore remise en question tout dernièrement. Bien, ça, c'était un enjeu important. Il y avait aussi notre présence sur les marchés. On avait régressé au niveau de l'autosuffisance alimentaire relative au Québec. Je voulais dire du Québec, oui. Et ça, j'avais un mandat très clair là-dessus, avec l'équipe du ministère de l'Agriculture et en partenariat avec Industrie et Commerce et le ministère des Régions, qu'on développe des moyens, des outils, des programmes pour intervenir là-dessus. Et augmenter notre autosuffisance alimentaire relative. C'est sûr qu'on ne produit pas de bananes ici, mais il faut au moins s'arranger pour exporter l'équivalent. Alors, quand on parle d'une autonomie alimentaire relative, c'est ça. Un équilibre. Et il fallait arriver à un équilibre. Et ça a été pratiquement atteint un an après mon passage comme ministre de l'Agriculture. On avait travaillé fort là-dessus, puis le ministère a continué à travailler, même en changeant de ministre, sur cet enjeu-là. Maintenant, il y avait l'autre aussi, ce qui était semer le Québec à l'échelle du monde. Parce qu'il fallait développer nos échanges commerciaux, diversifier nos échanges commerciaux. Puis c'est bizarre parce que 30 ans plus tard, on était encore pogné avec le même problème. On était déjà trop dépendant des Américains, puis on l'a encore. Alors, on a des croûtes à manger pour devenir un pays plus épanoui. Mais vous avez aussi, là, vous parlez de ce problème qui est encore présent, mais vous aviez aussi des préoccupations environnementales. Déjà à votre époque, vous en avez beaucoup parlé. Oui. Et elles sont encore les mêmes aujourd'hui? Elles sont toujours présentes, puis on n'a pas trouvé des recettes miraculeuses encore pour guérir tous les maux de la planète. Il y a un travail continu à faire là-dessus. Maintenant, un autre secteur sur lequel j'avais des mandats, c'était le secteur des pêches. Parce que les pêches, on ne contrôlait pas, on ne contrôle pas encore. L'obtention des grands permis, des grands quotas et tout ça, c'est une politique fédérale, puis il y a eu des trous dedans. Puis on l'a vu, l'expérience du Sébastien ces dernières années, le gros du contingent a été donné à la Nouvelle-Écosse au détriment du Nouveau-Brunswick et du Québec. Alors, il y a des choses comme ça, des mal-répartitions auxquelles on est confronté. Maintenant, il y a aussi d'autres dimensions qui m'étaient proposées dans mon mandat, c'était de poursuivre le développement de la mariculture, de l'aquaculture. On a marqué des points, mais ça a été très lent. Je dirais que c'est plus tard où j'ai pu travailler plus à l'aise avec le plan de relance de la Gaspésie, avec les partenaires, les ministères concernés. Notre travail comme officier de l'État, c'était plus centré sur le développement de ces secteurs-là. Donc, dans le plan de relance de la Gaspésie, il y avait l'éolien, mais il y avait les pêcheries,
la transformation en région, il y avait des outils de communication électronique. Il y avait aussi toute la deuxième, troisième transformation au niveau forestier, le développement touristique, parce que dans nos régions, c'est majeur. Que ce soit les îles de Madeleine, que ce soit à Gaspésie, même le Bas-Saint-Laurent ou la Côte-Nord, le développement touristique, c'est un gros potentiel. Et c'est une des industries qui grossit le plus dans le monde depuis quelques décennies. Oui. Alors ça demeurait. C'est plus cette dimension-là du développement sur laquelle moi j'ai eu à œuvrer. Mais en partenariat avec mes anciens collègues, Mathias et Guy Lelguev, puis après ça, Maxime Arsenault, qui est arrivé au Parti québécois des Îles-de-Madeleine au moment où moi je me faisais battre dans Bonaventure. Mais on a eu un travail intéressant à faire avec Maxime parce qu'il était en même temps le ministre régional responsable du plan de relance de la Gaspésie. J'ai aimé cette période-là. C'est la période qui m'a, peut-être au plan du développement régional, que j'ai trouvé la plus gratifiante parce qu'on voyait pousser des choses. Alors, on va revenir un peu sur 1995, qui est quand même une période importante, cruciale même pour le politicien que vous étiez, mais aussi le militant. Donc, comment se sont déroulés ces moments autour du référendum et quels étaient vos rapports avec M. Parizeau? Bien, autour du référendum, moi, c'était une aspiration, c'était 30 ans d'aspiration puis de militantisme pour moi. Quand j'ai accepté de me présenter en politique, bien sûr, il y avait des enjeux de développement régional, mais il y avait le développement d'un Québec indépendant, puis d'un Québec prospère, puis d'un Québec égalitaire. Ça, pour moi, c'était des valeurs fondamentales. Et j'avais envie d'en découdre dans notre société parce que je trouvais ça fondamental. Oui. Pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ce qui arriverait par la suite. Et c'était le sens profond de mon engagement en politique. Et je m'y suis impliqué à fond de train. J'avais l'impression aussi d'avoir la confiance de M. Parizeau et d'être épaulé par lui, par d'autres comme Bernard Landry aussi. Mais il y avait un rapport d'encouragement, puis, comment dire, M. Parizeau, il était stimulant pour des jeunes politiciens comme moi ou comme Payet. Il comptait sur vous, mais en même temps, il vous nourrissait. Oui, évidemment. D'ailleurs, quand il m'a convoqué pour me confier le ministère de l'Agriculture, j'étais allé le rencontrer à son chalet et il m'avait fait une description de l'agriculture qui était extraordinaire pour sa complexité, mais pour sa clarté aussi. Et au sortir de l'entrevue, j'avais dit à Bernard Landry, j'ai dit, Bernard, M. Parizeau, j'ai dit, il m'a donné le meilleur cours sur l'agriculture québécoise. J'ai dit, ça fait 8 ans que je travaille à plein temps dans le monde agricole. Et il m'a fait une synthèse de l'économie agricole et des enjeux et du développement extraordinaire. Il m'a dit, Marcel, sois pas modeste. Il dit, à travailler avec lui, on apprend tous les jours. Ah ouais. M. Parizeau, il avait une capacité de synthèse incroyable. C'était un professeur aussi. Hein? C'était un professeur, et là, c'était le professeur qui s'adressait à son étudiant, en quelque part. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant, puis j'ai trouvé ça encourageant. Et le rapport avec M. Parizeau, c'était un rapport d'appui. Il nous consultait. Les gens ont souvent imaginé M. Parizeau comme un grand seigneur. Oui, oui. Il avait une allure aristocratique, et il ne s'en cachait pas. Mais c'est un gars d'équipe. C'est un gars qui mobilisait l'équipe. Moi, j'ai adoré travailler avec lui. Et sur le référendum, bien, il pouvait m'envoyer à peu près n'importe où. Il y avait Jean Garon, il y avait François Gendron, il y en avait d'autres aussi, Rémi Trudel, moi. Il pouvait nous envoyer dans des coins où ça pouvait être un peu turbulent. On allait y aller quand même. Et tout le temps du référendum, moi, j'ai été disponible pour la cause, ce qui ne m'empêchait pas de travailler aussi avec les secteurs des pêcheries et de l'agriculture
un peu moins de la forêt parce que c'était plus la responsabilité de François Gendron à l'époque, mais j'avais quand même des contacts avec les milieux forestiers aussi parce que j'avais travaillé tout le temps que j'étais à l'UPA. Alors, le référendum, pour moi, c'était l'occasion de nous affirmer. Et j'ai cru jusqu'à la dernière minute qu'on allait le gagner, d'ailleurs. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur les commentaires sur ce que M. Parizeau a dit. Quand il a parlé du vote ethnique, il a dit des votes ethniques. Il n'a pas dit les votes ethniques. Alors ça, on l'a charrié à gauche et à droite tant qu'on a pu. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Et j'ai vu des actes de contrition, moi, que j'ai trouvés douloureux chez certains indépendantistes en prenant les mots charriés. D'ailleurs, 10 ans après, il a même été charrié pour ses interventions auprès des étudiants de cégep. M. Parizeau avait la confiance des jeunes au Québec. De façon, c'est un prof qui laissait sa trace, comme on dit, auprès de la jeunesse. Et j'ai trouvé qu'on a été injuste à son égard. Et j'avais dit, comme Jean Garon et comme François et d'autres, quand il a donné sa démission, attendez un peu. On a des travaux à faire encore. L'assainissement des finances publiques, ça urgeait. 30 ans après, on est encore pogné avec un problème d'assainissement des finances publiques parce qu'on a un déficit record. Mais dans le temps, il fallait baisser, il fallait en sortir à un moment donné pour rebâtir une économie saine au Québec. Mais c'est la causalité circulaire, on revient aux mêmes places, presque à chaque génération. Oui, en effet. Donc, défaite du référendum, comment on se relève de ça quand, comme vous, on y a cru toute sa vie? Bien, moi, je voyais des opportunités parce que dans le secteur bioalimentaire, on avait fait nos études et on était parti des chiffres du Canada. Ce qu'on constatait, c'est que le coût des mesures agricoles au Canada pour l'ensemble et les ressources halieutiques aussi, si on prenait la quote-part qu'on payait de taxes au fédéral, plus la quote-part qu'on payait au Québec, le rapatriement de nos responsabilités nous permettait une économie de 40 millions par année. Donc, vous vouliez en faire la démonstration, c'est ça? Et c'était ça, l'étude qu'on a faite, elle le démontrait très clairement. On ne pouvait pas nous accuser d'avoir tripoté des chiffres, on a pris leurs propres chiffres. Mais malgré ça, puis le secteur bioalimentaire, en passant, nous a globalement appuyé lors du référendum. Et le monde agricole était à peu près aux 2/3 favorable à la souveraineté association. Il y avait toujours la notion d'association là-dedans. Parce qu'il y a un partenariat économique nécessaire. Je regarde la gestion de l'offre, ça se joue à l'échelle canadienne. Et tant mieux. C'est une bonne formule, puis on a accepté de la défendre. Mais les gens ont eu peur. Puis, je suis allé à un moment donné en mission économique, après la politique, je suis allé, mais pour le gouvernement, une mission économique en Écosse et en Irlande. Et les Irlandais se demandaient comment on avait réussi à ne pas réussir notre référendum. Pour eux, c'était inexplicable parce que ça avait été beaucoup plus long et douloureux en Irlande. Puis d'ailleurs, ça a amené la partition de l'Irlande. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait craindre. Je veux Ouais. dire, ça Il y aussi, avait- ça partit il y avait de ça la dans peur. le décor. Ouais. Mais les Irlandais de l'Air, ceux-là, ils l'ont réussi, puis ils ne reculeraient pas. Ouais. Au contraire. Alors, ma partie de sang irlandais dans mes veines, quand je suis allé là-bas, ben, je trouvais ça au moins encourageant. Ouais. Il y a peut-être de l'avenir. Oui, oui, oui. Comment vous avez vécu, vous aussi, les débats et les défaites de Meach et de Charlottetown? Bien, je crois à l'époque, moi, que M. Mulroney avait fait un travail relativement correct. Je demeurais souverainiste, moi, mais je trouvais qu'il y avait comme des gains de proposer au Québec là-dedans.
un certain nombre d'éléments qui apparaissaient positivement. C'était pas suffisant, mais c'était un pas dans la bonne direction. Oui, Sauf qu'après M. Mulroney, ça a été le virement complet. oui. Mhm, On a subi encore les conséquences. mhm, mhm. Ouais, finalement, le sillon s'est creusé. Oui, puis je pense qu'à terme, les jeunes sont moins mobilisés par la politique actuellement. En tout cas, on n'a pas trouvé le tour de Les de y les intéresser. informer et de les intéresser suffisamment. Mais à un moment donné, je crois que ça va revenir. Oui. Mhm. Il y a des jeunes qui commencent à militer et qui y croient sincèrement, puis je pense qu'ils sont outillés pour faire la démarche. Mhm. Votre vision du développement régional, vous en avez souvent parlé de manière associée à la dignité du travail. Oui. C'est un mot qui revient dans vos discours et dans les entrevues que vous avez données. Et je me demandais qu'est-ce qui a nourri cette réflexion tout au long de votre parcours, que ce soit dans le travail, mais aussi en politique, la dignité. Bien, je pense qu'en quelque part, chaque personne, chaque humain, il se réalise en quelque part dans ses œuvres. Il est ce qu'il est. Mhm. C'est une base de départ. Et j'espère que cette base-là est la plus égalitaire possible pour tout le monde. Mhm. Mais on se réalise à travers notre contribution dans une société. On n'est pas juste des gens qui tireront ou qui siphonnent une société. Pour On est soi-même, là oui. pour soi-même. On est là pour investir aussi dans le mieux-être collectif. Moi, je crois beaucoup à la dimension sociale, la dimension collective. Je suis plus heureux quand il y a moins de gens qui pâtissent ou qui ont de la misère. Moi, alors, les aider, ça me rend heureux. Moi. Je suis un drôle de fou, mais ça fait partie de mes folies. Puis je les assume. Mais c'est ce que vous appelez la dignité. Dans le fond, Oui. c'est leur donner une dignité. C'est aider, leur aider à la retrouver parce Ouais. que leur donner, si je leur donne gratuitement de la Ouais, dignité, ouais. Non, je c'est comprends. pas gagné. Mhm. Mais si on les aide Mhm. à l'acquérir, cette dignité-là, je pense qu'on a fait notre job. Mhm. Vous aviez été réélu seulement 6 mois après votre Oui. première élection et vous avez même eu une popularité encore plus grande. Oui. Puis, vous avez beaucoup parlé du travail que vous faisiez en commun avec les gens de votre région et les gens du caucus, enfin, tous ceux avec qui vous travaillez. Mais est-ce que pour vous, c'était plus une pression? Est-ce que ça, à un moment donné, c'était trop, vous étiez comme responsable de quelque chose de plus grand que vous, ou vous êtes toujours senti en contrôle dans cette aventure? Bien, quand on a assumé des responsabilités à un moment donné, il y a des périodes moins drôles. Quand tu vois le budget, puis qu'il manque de fonds pour des missions qui te sont confiées par le premier ministre, il faut le dire à quelqu'un. Ça, c'était une partie difficile du travail, d'assainir les finances publiques en même temps que le respect d'engagement qu'on a pris collectivement. Là. Ça, c'était la partie plus difficile. À qui vous en parliez quand ça arrivait? Bien, c'est forcément au Conseil des ministres. Et là, il y a un arbitrage du premier ministre qui vient amoindrir, comme on dit, arrondir les coins. Pondérer. Aussi. Pondérer un peu, puis donner un peu de moyens d'intervention. Mais c'est jamais parfait. Moi, le 40 millions là, qu'on aurait récupéré si on avait fait la souveraineté, là, il me manquait drôlement dans le secteur bioalimentaire. Puis c'était un peu l'impression d'un argent gaspillé. Je comprends. Faute d'avoir fait ce qu'on devait faire. Est-ce que vous vous sentiez toujours écouté au Conseil des ministres? Oui, oui. Et par les collègues et par M. Parizeau, oui. Puis j'avais tendance à écouter tous ceux-là qui étaient là parce qu'ils avaient tous plus d'expérience que moi. Je comprends. J'étais le petit jeune du groupe. Là, Bien, vous aviez des professeurs devant vous, finalement. Oui, c'est un peu ça. effectivement. Hein? Ouais. Là, il y avait l'effervescence du référendum, on en a parlé. Il y avait vos nouvelles charges parce que vous étiez engagé à plusieurs choses. Dans votre vie privée et personnelle, est-ce que vous trouviez un équilibre
Est-ce que ça s'est bien passé pour vous de ce côté-là? Disons que l'équilibre n'était pas nécessairement parfait, mais Ah, je remercie Patricia, mon épouse, puis mes enfants pour leur compréhension, puis leur amour, parce mmh que je leur consacrais moins de temps que j'aurais dû normalement. mh. Je dois l'admettre. Faire le périple entre la Gaspésie et le Parlement toutes les semaines, participer à des conseils nationaux du parti et des fois avoir des interventions à aller faire dans d'autres régions que la nôtre, ben Mmh. c'est du temps que je Bien ne sûr. consacrais pas à ma famille. Mmh. Alors oui, je pense que ça n'a pas été parfait de ce côté-là, mais c'est jamais parfait pour aucun politicien. Oui, c'est ça, pour beaucoup Ça, d'élus. c'est un engagement, Mmh. c'est un mandat. Puis tant mieux ceux qui ont pu faire ça longtemps. Je pense à mon ami François Gendron, qui a été 42 ans et plus député. C'est un record absolu au Québec. Je pense à Louis Plamondon, qui est en Mmh. train de faire la même chose au Oui. fédéral. Il est rendu au-delà de 41. Félicitations, bravo. Mais c'est au prix de quel sacrifice à l'autre Oui, bout. oui. Mmh. Ça, c'est la dimension parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de famille. Oui. Alors, il y a un bout de rattrapage que j'ai dû faire après la Mmh. politique. Mais vous avez quand même beaucoup travaillé dans votre région. Oui, C'est une oui, autre façon de s'engager, oui, ça. oui. Oui, Mais ça n'empêche pas les manquements. je comprends. Après l'échec du référendum et la démission de M. Parizeau, ben arrive M. Bouchard. Oui. Comment ça se passe avec M. Bouchard? Quels sont vos rapports avec lui? Bien, j'avais eu de bons rapports à l'époque où je me présentais en politique. Il est venu. Il est venu. Lui aussi, vous voir? Ah oui, oui, il est venu participer à l'été 94 à la Grande Générale. Oui. Il est venu à Gaspésie. Ça a été, excellent. Ça a été des bons contacts et tout ça. Je m'attendais à poursuivre mon travail, moi, Oui. au niveau du mandat ministériel et il en a fait un autre choix. C'était son droit, le plus légitime. Mais les rapports étaient corrects. Il y a eu, à la fin de l'été 98, la crise autochtone à l'Estérouche. Oui. Et là, mon ami Chevrette m'a interpellé et mon ami Pierre Bélanger pour aller travailler avec eux sur un travail de médiation puis de règlement de cette crise-là. On avait besoin du communicateur. Oui, puis de quelqu'un qui avait Vous connaissez un petit la peu de... région. Je connaissais une partie de la population autochtone, c'est mes voisins. Mhm. Je connaissais aussi des enjeux de négociation puis de Oui. médiation. Oui. J'ai fait un peu de syndicalisme, Mhm. donc j'avais quelques outils pour aider. Et contrairement à ce que d'aucuns pensaient, ça ne se réglait pas par médias interposés. Mhm. Il fallait travailler plus discrètement que ça. Alors, ça a été une partie du mandat que Pierre et Guy m'ont confié là-dedans. D'utiliser les contacts que j'avais dans la communauté autochtone. La communauté voisine n'était pas nécessairement tout le temps facilitante non plus. Mhm. Alors, moi, cette partie-là, on a réussi à régler ça sans effusion de sang, sans dommages. Il y a eu évidemment des dommages au plan de la saison touristique dans le coin. Il y a eu des dommages aussi au niveau de la population autochtone parce que ça a refroidi les rapports pour une certaine période. Mais on a réussi à régler sans trop de dégâts cette crise-là. Alors, disons que ma cote avait remonté, semble-t-il. Mhm. Alors arrive, il y a des amis qui travaillaient pour que je retourne au caucus Oui. pour m'impliquer sur le développement régional. Et en lieu et place, on a eu une élection générale. Mhm. Et là, ben, j'ai été happé par on avait une campagne de 35 jours, mais j'ai été pogné 8 jours à faire le reste de l'Est du Québec parce que les sondages m'étaient favorables. Alors, il ne faut jamais se fier aux sondages. Parce qu'il y a trop de gens qui se sont fiés sur le sondage et il y en a qui ont oublié d'aller voter. Mhm. Mon adversaire, Nathalie Normando, elle a eu exactement le même vote que celui que j'avais battu à l'été 94.
La différence, c'est que moi, j'en ai eu près de 3 000 de moins. Mhm. Puis, qui n'étaient pas devenus des opposants. Il y en a une partie qui sont tout simplement pas allés voter. Et je me suis fait battre par 150 voix. Ça a été comme un coup de masse, ça, dans le fond. Puis là, ben, j'avais envie de partir vers la ville. Et finalement, ben, Qu'est-ce que vous voulez dire, partir vers la ville? Ben, j'avais des possibilités d'aller travailler sur des projets comme gestionnaire. D'accord. J'avais quelques expériences reconnues. Alors, j'ai eu un appel du bureau de M. Bouchard pour me dire, ben, prends pas de décision hâtive. On s'attendait que tu allais être élu. On va regarder les choses. La journée de ma fête, Bernard Landry m'a appelé et m'a dit, Marcel, on va se voir au mois de janvier. On a de quoi te proposer, M. Bouchard et moi. Puis en janvier 99, ben, on m'a proposé de m'impliquer à plein temps au plan de relance de la Gaspésie comme sous-ministre adjoint responsable pour la région. Alors là, ça tombait comme bien pour moi parce que c'était quelque chose qui me passionnait. J'avais commencé un travail avec Mathias Rioux avant, avec Guy Lelièvre, qui étaient mes collègues députés pour la région. Puis j'étais en contact avec les députés du Bas-Saint-Laurent aussi, parce qu'il y avait eux aussi des demandes d'un plan. Alors, j'ai été embauché et j'ai travaillé de février 99 à juin 2003 sur le plan de relance de la Gaspésie. Puis, je suis content des résultats parce que je regarde ça 20 quelques années plus tard. Il y a plus d'emplois en Gaspésie qu'il y avait. Le taux de chômage a radicalement baissé. On a encore du rattrapage à faire, mais la Gaspésie, enfin, se développe. On a aussi des enjeux, par contre, qui grossissent, c'est les enjeux environnementaux. Et ça, mon dernier mandat comme administrateur, ça a été d'être directeur pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie au ministère du Développement durable, Environnement et Faune. Et là, on voyait déjà les enjeux d'érosion des côtes, ce qu'Ouranos présentait récemment. Là. Oui. Puis on l'anticipait, mais et le projet Ouranos a pris racine à ce moment-là aussi. Et je regarde les effets sur les côtiers. Il y a une partie du village de Maria qui va être déplacée à cause des phénomènes de submersion, puis les phénomènes s'aggravent d'année en année. Il y a une partie du camping municipal à Carleton qui doit être rechargée à chaque année maintenant. On voit le même phénomène dans le coin du Rocher-Percé. Il y a des parties du bord de mer à Sainte-Anne-des-Monts qui ont été arrachées par les tempêtes. On a des phénomènes de chablis dans les forêts qui sont dus au changement climatique. Alors, ça commençait à se préciser, ces choses-là. Puis en même temps, bien, il y avait des enjeux d'assainissement au niveau municipal. Alors, j'ai travaillé là-dessus. Au départ, on m'avait dit que ce serait pratiquement une punition de m'envoyer à l'environnement, vu que j'étais un passionné d'agriculture, tout ça. Au contraire, j'ai aimé ça. J'ai appris beaucoup de choses, d'ailleurs. Et j'ai connu des gens merveilleux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Il y en a qui n'avaient peut-être moins avec moi, mais c'est pas grave. J'ai aimé cet enjeu-là parce qu'il nous revient, comme on dit, en plein front. Là. Bon, vous avez aimé les tâches qu'on vous a confiées quand vous étiez député. Si vous aviez été réélu, puis qu'on vous avait proposé un autre ministère, l'éducation, est-ce que ça vous aurait tenté? Bien, l'éducation m'a toujours tenté, m'a toujours intéressé. D'être ministre de l'Éducation, je ne suis pas sûr. Parce que il y a des enjeux majeurs, puis il y a des demandes, puis il y a des attentes. Puis, mais à l'époque, est-ce que c'était quelque chose qui vous aurait... Bien, moi, j'étais heureux J'aimais mieux un ministère... Agriculture, pêche, alimentation, ouais, qui vous ressemblait. Ou quelque chose de plus transversal, un peu comme ministre au développement régional. Oui. Ça a été la passion, ça a été le sens de mes études aussi, puis de ma formation. J'ai travaillé sur des parties du développement régional, mais
Le bout où j'ai été sous-ministre adjoint, bien là, je touchais à l'ensemble des volets du développement Ouais. de la région. Oui, oui. Donc, il y avait un intérêt. Puis la conférence administrative régionale qu'on avait mise en place, qui regroupait les directions de chacun des ministères dans la région, bien, c'était des collaborateurs extraordinaires. On pouvait travailler en toute confiance, faire des partenariats, arriver à trouver des solutions aussi. Puis, bien, ça se traduisait par un certain mieux-être collectif, des emplois intéressants de plus, de l'innovation. Ça, je pense que c'est important. Il y a des choses, d'ailleurs, au niveau du développement énergétique au Québec. On est présent dans l'hydroélectricité, on est très bon. On est présent dans l'éolien de mieux en mieux et de plus en plus performant. On a tenté modestement une expérience d'hydrolien, ça n'a pas levé, mais il faut y penser, parce qu'on est en retard sur la planète, là. Et ça, c'est une énergie douce aussi. Le développement solaire, l'hydro met des mesures en place actuellement, puis on s'enligne vers ça. Je pense que toute cette dimension-là du développement, moi, elle me passionne. J'en serais plus un acteur, Oui, oui. mais tant mieux s'il y a quelqu'un qui va s'en occuper puis qui va le faire bien. Vous avez parlé tout à l'heure des enjeux de communication pour faire comprendre au public et aux partenaires, aux vis-à-vis, pour faire comprendre l'importance des projets et des intentions, soit du gouvernement, soit d'un groupe qui veut faire du développement, justement. Mais votre domaine, si on parle de pêcherie, par exemple, ou d'agriculture, peut-être que dans votre région, c'était quelque chose de très connu, mais pour le grand public, c'est souvent des projets de loi que vous avez proposés très pointus. Oui. Est-ce que ça a été une difficulté, ça, de vous faire entendre, même pas comprendre, juste qu'on vous écoute? Parce que, je sais pas, moi, un journaliste doit faire un reportage, puis c'est trop compliqué, on tourne les coins ronds. Est-ce que ça vous a un peu atteint? Mais il y a effectivement des journalistes vulgarisateurs qui ont travaillé dans le domaine du bioalimentaire globalement, qui ont fait de l'excellent travail là, à l'époque. Puis il y a des journalistes régionaux qui ont fait du très bon travail. Qui connaissaient bien aussi qui connaissent les enjeux. bien les dossiers. Oui. C'est important de bien faire connaître aux communicateurs, que sont les journalistes, les enjeux et les moyens dont on dispose. Mais plus que de l'information, mieux que c'est. Puis plus il y a de bonne information, moins il y a de racontars sur les médias sociaux, Oui, selon moi. en effet. Si je devais vous demander de résumer en quelques mots, une phrase ou deux, le bilan de vos années en politique. Ça a été des expériences globalement enrichissantes là, au plan humain. J'ai connu plein de gens. J'ai connu des gens extraordinaires. J'ai apprécié mes collègues aussi. Puis même pas juste les députés du Parti québécois. J'avais des amis, des bons amis au Parti libéral aussi. Oui. Je pense des fois en commission parlementaire, on avait des votes à prendre. Puis des fois, ben, il y avait des députés du Parti québécois qui étaient plus ou moins intéressés ou d'accord avec certaines mesures nécessaires. Ben, il y avait mon bon ami Yvon Vallière qui, à un moment donné, venait m'appuyer. Marcel, je vais t'appuyer là-dessus. Et qui me permettait de faire passer certaines mesures. Ça, là, il y a une collaboration. On croit à certaines idéologies, on croit à un certain avenir du Québec, puis notre vision est différente, mais ça ne nous empêche pas de travailler pour le bien commun en toute amitié. De la même façon qu'on avait une équipe de hockey à l'Assemblée nationale, et il y avait des péquistes, des libéraux, il y avait des journalistes avec nous aussi. Et on se permettait de jouer une fois par semaine, le mercredi soir, parce que l'Assemblée ne siégeait pas. Alors, on s'en allait jouer au hockey. On a même été jouer pour des causes humanitaires à Chibougamau. On est allé jouer en Ontario, à Toronto, dans le Maple Leaf Garden.
à l'époque. Et eux sont venus jouer ici à Québec, au Colisée. Ils sont venus jouer à Montréal aussi. Alors, ces parties de hockey-là, c'était une façon de, en quelque part, humaniser la politique. Oui. Et moi, je jouais avec deux partenaires anglophones, Tom Mulcair et Jeff Kelly. On était sur le même trio, puis on a développé de l'amitié à travers ça. Même si on se frottait les oreilles en commission parlementaire, J'en c'était de doute bonne pas une guerre. seconde. À quoi vous avez occupé votre temps après votre carrière politique et après aussi toutes vos tâches comme sous-ministre et puis vos autres fonctions où vous avez pris votre retraite? Qu'est-ce que vous J'ai faites pris pendant ma votre retraite en 2007. En même temps, ça me permettait de soigner mes poumons puis OK. corriger quelques petits problèmes de santé. Et après ça, j'avais acquis une ferme avec Patricia, mon épouse, et un de nos fils, Nicolas, le troisième, qui est technicien agricole. On a acquis une petite ferme. On l'a développée. On était parti en grande, 46 sortes de légumes différents. Mais finalement, on s'est ajusté avec le temps parce qu'il nous manquait de temps puis il nous manquait de main-d'œuvre. Ouais. Alors, on a développé une petite ferme maraîchère. Ça occupe à peu près 3 jours par semaine de mon temps. L'été, des fois, un peu plus, l'hiver, moins. Dépendamment des commandes, parce qu'on fait la livraison de nos produits aussi. Et Patricia et moi, on s'occupe de l'emballage de nos produits. Nos pommes de terre, c'est nous qui les classifions et les trions et les emballons, puis nous les livrons. Par contre, Nicolas s'occupe de la préparation, le lavage et tout ça, parce que nos légumes sont lavés avant d'être mis en sac. Alors, ça occupe une partie de mon temps. Après ça, il y a du bénévolat. Il y a un travail avec les Chevaliers de Colomb et les Lions à Carleton. On a parti ensemble la Guignolée, qui est pour dépanner des familles dans le besoin ou des personnes. Et ça peut être pour des cas de transport à l'extérieur pour des soins de santé. Oui. Par exemple, les soins pour le cancer, c'est souvent Rimouski pour une partie des traitements. Alors, la personne a beau avoir une petite allocation du réseau de la santé, elle est nettement insuffisante. Deuxièmement, il y a souvent un accompagnateur ou une accompagnatrice. Et ceux-là, ça lui coûte quelque chose. Alors, il y en a qui sont vraiment pas argentés, on les aide. Mais on aide aussi à des causes comme des jeunes qui performent. On a un athlète paralympique dans notre coin qu'on supporte avec des entreprises du coin. Ça devient notre porte-flambeau international maintenant parce qu'il est comme 6e au monde. Là. Il est dans les bons. On a des causes comme ça. Il y a des projets avec le monde scolaire aussi qu'on fait. Ça, j'aime ça. Puis, on fait la fête de la rentrée auprès des petits du primaire. On se ramasse avec un groupe de parents, puis une dizaine de vieux chevaliers à les accompagner pour ce repas de la rentrée. Donc, on a un peu d'activité comme ça. L'autre passion de ma vie de retraité, ça ressemble un peu au syndicalisme de ma jeunesse, c'est l'Association des retraités, la QRP. J'en suis membre, j'ai été impliqué depuis 2007 dans l'association, donc depuis 18 ans. Et c'est de la défense de droits. On participe aussi à la Coalition pour la dignité des aînés. Donc, c'est l'enjeu des soins à domicile, les enjeux de maltraitance, les enjeux maintenant au niveau de la justice, là, des tentatives d'arnaque. Puis ça, là, il y en a partout. Les arnaqueurs sont devenus très habiles auprès des aînés. Donc, on s'implique là-dessus. Puis ça, il y a une collaboration avec la Sûreté du Québec là-dedans. Moi, je pense que cet engagement-là, c'est un peu le carburant dans notre vie. C'est ce qui nous permet de... si on a réussi à aider quelqu'un, on est content. Puis notre récompense, elle est là. Si la personne va mieux, tant mieux. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer en politique aujourd'hui?
De se préparer. Et ça veut dire quoi, se De préparer? se préparer, il y a eu à un moment donné une mode où les gens s'engageaient en politique très jeunes. J'ai des amis qui ont été élus à 24, 25 ans à l'époque, au Parti québécois ou dans d'autres partis aussi. Moi, je pense que, pour prendre une vieille expression de par chez nous, je pense que, idéalement, ça prend un peu plus de rang sur la corne. Parce qu'une corne de bœuf, ça pousse. Ça prend plus de rang sur la corne, vous Oui. dites. C'est l'image. Ouais. Donc, un peu plus d'expérience. Mhm. Il y a un temps quasiment dans la vie politique, c'est le temps d'avoir des enfants, mais à un moment donné, la politique te happe tellement que c'est un peu tes enfants que tu sacrifies à travers ça. Quand ils sont plus vieux, moi, les plus vieux, ça les a moins affectés, mais Elsa, elle était 7 ans et demi plus jeune que le troisième de ses frères. Alors, elle a souffert un petit peu de ça quand je suis allé en politique. Alors, j'ai tendance à dire à quelqu'un qui veut aller en politique, donne-toi le temps d'avoir réalisé ton projet familial d'abord, les enfants, puis après ça, vas-y. Puis ça vaut pour les filles comme pour les garçons, ça. Mais pour moi, cette expérience-là, aussi, les expériences de travail que tu as cumulées, ça te permet de mieux comprendre les enjeux sur lesquels tu as travaillé comme député. Ça, je pense que c'est précieux. Puis, on en apprend tout le temps. Il n'y a pas d'âge de péremption. Marcel Landry, merci pour ces entretiens. Merci. Quelle émotion est-ce que vous ressentez en rentrant ici, en venant dans ces murs où vous avez été pendant quelques années importantes de votre vie? Ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle un temps d'engagement aussi profond, passionnant. Ça rappelle qu'on n'a pas encore réussi à faire du Québec un pays comme j'en rêvais depuis ma tendre enfance, mais je ne perds pas espoir. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous revient en tête, juste de rentrer dans le lieu physique du Parlement? Oui, ça me rappelait ce matin mon assermentation comme nouveau député en 1994. Et ça me rappelait aussi les locaux de commission parlementaire où j'ai siégé comme ministre, puis par la suite comme président de commission à l'Assemblée nationale. Alors, revisiter ces lieux-là, ça a remis plein de souvenirs. Ça a remis dans ma mémoire aussi des visages que j'ai vus. Des gens des deux côtés de la Chambre, comme on dit. Oui. Alors, globalement, ce sont des beaux souvenirs. Merci beaucoup. Merci.